Salut Florian. Salut Sophie. Et bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Aujourd'hui nous allons parler de ce que nous avons vu les 7 derniers jours dans l'actualité scientifique sur les oiseaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment tu vas Sophie ? Eh ben écoute, pas si mal. J'ai vu en plus quelques Milan noirs cette semaine et ça a été très très sympa pour moi de les voir sur le continent européen. Tu étais à Bordeaux ? Pas du tout, j'étais Parce pas que à moi- Bordeaux. Moi j'en ai vu à Bordeaux des Milans noirs. En pleine Ah ville oui? d'ailleurs, j'ai été très surpris d'en voir en pleine ville. En pleine ville? En pleine ville, ouais, en pleine ville, en pleine périphérie de la ville de Bordeaux avec quelques Milans qui traînaient par-ci par-là. On les reconnaît assez facilement avec leur morphologie. Hein, Ah oui, oui, oui. donc voilà, j'étais très 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 surpris de voir des Milans puisque oui j'étais à Bordeaux. Voilà. On a Eh vu ben, quelques la ville française des pigeons, on peut dire, parce qu'il y a que de ça. à ce point-là, vraiment. Ah ouais, franchement, il y a vraiment quasiment que des pigeons, donc c'est. Mais bon, Oh on mince. arrive quand même à trouver quelques petits oiseaux sympathiques. Et parlant d'oiseaux sympathiques, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'oiseaux qui viennent d'Amérique du Nord et d'Amazonie, les deux en même temps, Ah bah, et notamment de petits oiseaux. Parce qu'il y a une étude qui est sortie en mai dernier, donc le 8 mai exactement de cette année, qui essaie de quantifier le changement qui apparaît en quelque sorte chez les oiseaux ces dernières années, des tendances à un changement morphologique, notamment au niveau de la taille du corps et de la taille des ailes. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais il y a eu 2-3 études qui sont sorties sur le sujet ces Ouais, dernières années. sur Bon, la taille j'imagine. des ailes notamment. Exactement, j'imagine tu les as vus passer. Je les ai vus passer, ouais. Et là, cette dernière étude qui est sortie essaie de faire quelques stats là-dessus. Et notamment Ok. sur 2 études en particulier, l'une qui a été faite aux US. Alors il me semble que c'est exactement à Chicago, qui avait été faite sur des oiseaux qui s'étaient cognés dans les vitres lors de leur migration annuelle. Mhm. Et du coup, ils récupéraient les corps de ces oiseaux et puis ils prenaient des mesures dessus, alors la taille du bec, la taille du corps, la taille des ailes, etc. Et une deuxième étude qui a été faite, celle-ci, dans la forêt amazonienne, où cette fois-ci, ils ne capturaient pas des oiseaux migrateurs, mais ils capturaient au filet des oiseaux résidents, comme par exemple le fameux motmot. Je ne sais pas si vous connaissez le motmot, c'est un oiseau assez Motmot. sympa à regarder. Il a une queue très intéressante, très particulière, où vous verrez, il y a en fait une partie des barbes qui manque, et ça fait une sorte d'échancrure au milieu, et ça lui donne une forme très particulière, très sympa, que je vous invite vraiment à aller voir. En plus, les couleurs des motmots sont généralement assez brillantes, c'est du bleu, c'est du Ils sont vert, assez c'est quelque colorés, chose... oui. Ah oui, c'est superbe, moi je trouve, vraiment. Et donc ça a été fait à la fois à Chicago et en Amazonie, ces 2 études, et ça a été fait en prenant les mesures de ces espèces pendant des dizaines d'années. Hein. Ça s'est étalé, je crois que c'est au total une 40aine d'années de mesures qui ont été répertoriées pour faire ces études-là. Ah oui, ok. Ah, on n'est pas sur de la petite statistique, hein. On est sur quelque chose d'assez gros. Ah, si on veut Et quelque chose de comparatif, il faut, hein, de toute façon. ah bah, C'est- il faut. Mais là, on a quand même une base de données qui est mastoc. Et donc, sur ces oiseaux migrateurs et ces oiseaux qui ne le sont pas, ils ont donc répertorié la taille du corps et essayé de regarder l'évolution durant ces dernières dizaines d'années. Mhm. Et ils ont constaté quelque chose d'hyper intéressant, c'est que, suite à ce qui suppose être le changement climatique, la taille du corps s'est modifiée. Chez les petites espèces d'oiseaux, le corps devient de plus en plus petit, tandis que les ailes s'allongent. Donc là, du coup, on retombe sur nos pattes vis-à-vis d'une étude qui avait été faite il y a 2-3 ans, je crois. Hein. Exactement. Sauf que là, ils essaient de trouver pourquoi. Parce que bon, le changement climatique, c'est un peu vague quand même. Et puis c'est bien beau de se dire que voilà, c'est la cause de tout ce qui se passe, mais pourquoi, quels sont les phénomènes qu'ils ont mis en route dans ce genre de choses, dans cette évolution? Parce que c'est quand même une évolution qui est très rapide, hein. C'est quelque chose qui change très très vite. Et l'évolution, on a tendance à dire que c'est un changement qui se fait sur des millions d'années. Je ne sais pas si tu vois un petit peu dans les sciences Oui, évolutives. bien sûr. Voilà, on dit que ça ne va pas changer comme ça en un clin d'œil. Et en fait,
Chez certaines espèces, ça peut. En Et fait, on se rend notamment chez compte que ces c'est oiseaux. un peu le cas. Ouais, Voilà, donc effectivement. c'est très rapide et ça surprend vraiment beaucoup de monde parce que bon, les changements sur quelques années, c'est quand même assez incroyable. Mhm. Là, c'est pas des petits changements. Et ils se sont posé la question parce que il semblerait que ce changement n'intervienne que sur des oiseaux, ou principalement sur des oiseaux qui sont déjà petits. Donc il y a déjà une taille de corps assez petite comparée aux Ok, autres, et pas sur les oiseaux dont le corps est un peu plus grand. d'accord, intéressant. Voilà. Alors je sais pas si tu as une hypothèse sur le sujet, peut-être? Parce qu'ils en ont eu quelques-unes. Hmm, Non? pourquoi? Qu'est-ce que... On est sur la question du Non, jour. peut-être une gestion de la chaleur, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce Alors, que ce qui est oui, drôle, c'est que ce soit ça les pourrait oiseaux les être. plus petits qui deviennent plus petits. C'est ça. Donc ça leur apparaît un peu bizarre aussi. Et l'hypothèse qu'ils avaient fait, c'est que la durée de génération chez les petits oiseaux est en fait beaucoup plus rapide. Et donc, Hmm, il serait possible que ce soit à cause de ça qu'ils évoluent plus vite. Alors, d'accord. pour ceux qui ne le savent pas, la durée d'une génération chez un animal, c'est calculé en fonction du temps qu'il met à atteindre l'âge adulte et donc la maturité sexuelle, l'aptitude à se reproduire. Donc par exemple, chez les calaos terrestres, une génération, c'est à peu près égal à 7 ans, parce qu'il lui faut 7 ans pour atteindre la maturité sexuelle à partir de l'état d'œuf. Chez un petit oiseau comme, mettons, la mésange charbonnière, le pinson des arbres, ce genre de choses, ça va prendre qu'une seule année, parce que généralement, c'est en un an, ils peuvent se reproduire l'année suivante. Généralement, plus les oiseaux sont gros, plus le temps est long, en fait. Exactement, et c'est pour ça qu'ils avaient posé cette hypothèse en se disant, tiens, c'est marrant, est-ce que ce serait pas dû, cette évolution plus rapide chez les oiseaux les plus petits, au fait que la durée de génération est en fait plus rapide chez ces petites espèces que chez les plus Hmm, grosses. ok. Et ben il se trouve que ça marche pas. Je suis désolée de vous l'apprendre. Ça ne marche Ah pas du zut. tout. On a effectivement un changement morphologique, mais ce n'est pas dû à la durée de génération. Parce que chez certaines grandes espèces, donc ils ont comparé toutes leurs espèces, et en fait les durées de génération sont plus ou moins les mêmes en moyenne. Combien on Et a d'espèces alors, dans combien on a l'étude? d'espèces en tout? Alors, dans les deux études, il y a des espèces différentes. Alors, que je recherche exactement, je crois que sur une des études, on était à un peu plus de 70 espèces différentes, et sur l'autre, une quarantaine d'espèces différentes. Donc, ça fait déjà Ok, pas mal. Voilà, c'est plutôt 52 pas mal. espèces migratrices à Chicago, et 77 espèces résidentes, cette fois-ci, en Amérique du Sud. Voilà, donc Ok. dans la forêt amazonienne. Donc c'est... Et pour vous donner une idée aussi, euh, en tout, il y a eu 86 131 spécimens qui ont été collectés et mesurés pour ces deux C'est espèces. c'est pas mal. C'est pas mal, hein. On est quand même sur un bon dataset. Donc on a quelque chose d'assez solide derrière. C'est pour ça qu'on a pu faire des stats dessus, hein, et c'est pour ça qu'ils ont pu tester quelques hypothèses, et notamment celle-là. Donc voilà, moi je trouve cet article très intéressant, déjà Mhm. d'une part pour la conclusion que les oiseaux évoluent assez rapidement dernièrement, certainement dû au changement climatique, et d'autre part parce qu'ils ont testé plusieurs hypothèses, et en l'occurrence qui ne fonctionnent pas, donc bon, pourquoi pas, ça ouvre la voie à d'autres tests. Voilà, Mhm. c'est quelque chose qui pourrait se faire dans les prochaines années, peut-être comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne. Parce que En, finalement, en- on n'en sait pas tant que ça. en conclusion, est-ce qu'ils élaborent déjà d'autres hypothèses Alors, ils pensent que contrôler la taille du corps, ça doit être certainement plus facile chez les plus petites espèces qui ont du coup un avantage évolutif certain à changer Mhm. cette taille du corps, parce que c'est un moyen pour eux de s'adapter à des conditions qui changent très rapidement. S'ils peuvent évoluer rapidement avec ces conditions, ça peut être bien. Mais quand on est un animal qui est déjà plus gros de base, peut-être que changer la taille du corps, ça va finalement pas changer grand-chose derrière, parce qu'il va falloir évoluer beaucoup pour atteindre une taille qui va être un peu plus intéressante. Ok. Donc il y a peut-être ça comme hypothèse à tester aussi. Pour l'instant, ils n'en savent pas grand-chose, mais ils ont quelques pistes de ce style-là. Alors, ils espèrent en tout cas que ce changement de morphologie, ça pourrait être un moyen d'adaptation qui permettrait à ces espèces de survivre à un changement climatique, surtout un changement climatique qui va en s'amplifiant, hein, comme le nôtre.
Mhm. Dans l'espoir de conserver le maximum d'espèces en vie autour de nous. Voilà. Et ben moi je vais pas vous parler justement de réchauffement climatique. Je vais vous parler de chorus. Est-ce que tu sais ce que c'est que le chorus? Je sais même pas pourquoi je te pose la question, évidemment, tu dois le savoir, mais c'est ton jamais. Bah écoute, je t'en prie, explique, parce que t'as certainement la définition sous les yeux, et pour le coup, je ne l'ai pas. Donc, Bon, pour faire simple, en gros, le chorus, c'est l'ensemble des oiseaux qui chantent aux lueurs du jour. D'ailleurs, il y a un ordre qui est établi dans ce chorus. Par exemple, les rouges-gorges, généralement, chantent en premier, suivi d'autres oiseaux. Alors, je crois que c'est le pinson, si mes souvenirs sont bons. Puis ensuite, on a le troglodyte et le merle, ou quelque chose comme ça. Bref, il faut retenir que le chorus, c'est l'ensemble des oiseaux qui chantent à l'aube. Et on s'est posé des questions sur ce fameux chorus, non pas de savoir pourquoi on avait un certain ordre qui s'établissait, mais surtout de savoir pourquoi les oiseaux prenaient justement la parole au début de la journée. Et donc on a mené une étude sur les parulines d'Adélaïde, qui font donc partie de la famille des parulines, qui sont... comment je pourrais te décrire un peu les parulines? Ventre jaune pour la paruline d'Adélaïde, avec un petit peu de gris, un peu typé bergeronnette au niveau de la couleur, pas au niveau de la morphologie, mais au niveau de la couleur en tout cas, puisque la bergeronnette a une queue beaucoup plus grande pour ceux qui connaissent. Bergeronnette des ruisseaux, bien sûr, que j'évoque. Et donc, cette équipe a réalisé une étude justement sur notre chère paruline d'Adélaïde. C'est une étude menée par Julesquia Vasquez Cardona et son équipe, qui ont pris des parulines d'Adélaïde qui sont endémiques de Porto Rico, l'île de Porto Rico. Et ils ont donc commencé à enregistrer le groupe avant le lever du soleil, et à l'enregistrer pendant le fameux chorus, le fameux chœur qu'on entend lorsque les oiseaux s'éveillent, entre guillemets. Et ça chante, donc eux, environ 20 à 25 minutes. Après, je pense que selon les oiseaux qu'on a, selon les chorus, ça doit être beaucoup plus long. Je pense que là, pour le coup, ils se sont vraiment contentés de parler du chorus de la paruline. Et donc ils ont enregistré ce chorus, ils ont poursuivi l'enregistrement pendant environ 1 heure pour savoir si d'autres oiseaux se joignaient à ce chorus, ou si d'autres oiseaux se mettaient à chanter autre chose. Et avec les informations qu'ils ont recueillies, ils ont identifié qu'il y avait des changements qui s'opéraient dans les chants de la paruline, des chants qui en fait progressaient d'une certaine manière, comme si l'oiseau s'échauffer la voix, comme si l'oiseau avait besoin de s'échauffer la voix. Et donc, c'est assez incroyable. Alors, comment ils ont concrétisé ça? En fait, ils ont surtout remarqué que la vitesse du chant était de plus en plus rapide. De plus en plus rapide. Et c'est comme ça lorsqu'ils ont commencé à étudier le chorus, ils ont remarqué que l'oiseau chantait assez lentement. Et plus ce chorus, plus on avançait dans le début de la journée, plus le chant était rapide, comme si finalement le chant était de mieux en mieux maîtrisé par l'oiseau. Ah ouais, c'est incroyable. C'est super intéressant. Alors ils ont étudié ça de plusieurs façons différentes. C'est dit dans l'étude, qui d'ailleurs pour une fois, je tiens à le préciser, est payante si vous la cherchez sur internet. Elle sera évidemment dans la description, mais sachez qu'elle est payante, donc vous ne pouvez avoir accès qu'au résumé. Mais en croisant mes différentes sources, j'ai pu réussir à avoir un tableau un peu global de tout ce qui avait été évoqué. Et ça permettait ces différentes façons de mesurer la vitesse des chants, a permis aux scientifiques de conclure que lorsque il y avait un rythme élevé pendant le chœur, ça augmentait les performances des oiseaux
en termes de récupération. Tu parlais de la fréquence, de modulation de la fréquence. Et l'objectif, maintenant qu'on a établi ceci, c'est de savoir si cette performance vocale change, non pas forcément lors du chorus, mais par exemple lorsqu'il y a un oiseau qui est j'allais dire un partenaire, mais non, un adversaire, un autre oiseau agressif pour la défense du territoire, savoir si effectivement on a aussi des modulations qui s'opèrent à ce niveau-là, savoir aussi si les femelles apprécient les chants qui sont plus ou moins sophistiqués à l'aube. Voilà, c'est tout un tas d'enjeux pour des études suivantes, et c'est quelque chose qui a donc été découvert il y a quelques jours, quelques semaines, le 24 avril 2023, par l'équipe de Cardona. Et donc voilà, petite référence sur ces chants et sur ce chorus, parce que c'est vrai que on dit que les oiseaux chantent parce que justement l'air est moins dense, donc ça leur permet d'avoir leur chant porté plus loin. Mais en réalité, on est en train de se rendre compte que le chorus en lui-même et le fait que les oiseaux chantent tôt le matin induirait plusieurs choses qu'on ignorait, et c'est ça, à mon avis, qu'on va devoir analyser dans les prochaines années. Mais j'ai l'impression que notre vision du chant des oiseaux a beaucoup changé déjà ces dernières années, parce qu'il y a eu d'autres études qui sont sorties et qui commençaient à revoir leur copie sur le chant des oiseaux et pourquoi et comment tout ça se passe, et notamment au niveau de la territorialité, savoir pourquoi est-ce que l'oiseau chante. En fait, pour commencer, est-ce que c'est important de chanter pour garder un territoire ou pas? Parce qu'il y avait une étude là-dessus qui essayait de voir est-ce que le nombre de fois où l'oiseau chantait était corrélé à la taille du territoire, ou au fait que l'oiseau garde son territoire plus facilement contre un rival que le nombre de fois où il chante pas. Donc il y avait plusieurs études sur le sujet. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est assez en vogue en ce moment. Et c'est bien, c'est une bonne chose, ça me plaît beaucoup. Mais je trouve, au niveau des chants, il y a aussi les imitations sur lesquelles on est en train de faire un grand nombre de travaux, parce que on ne sait toujours pas pourquoi les oiseaux se mettent à imiter d'autres oiseaux. On se dit c'est peut-être parce que le répertoire vocal il est plus évolué, mais en réalité on ne sait pas vraiment. Il y a juste une étude qu'on avait évoquée dans la première saison du Courrier de la Sterne avec Victor, où on se rendait compte que les mâles ménurlires utilisaient les imitations pour se reproduire avec la femelle, pour maintenir la femelle en position entre guillemets, parce que la reproduction du ménure était très longue, donc il fallait que celui-ci fasse en sorte que la femelle reste à l'endroit voulu. Mais pour les autres imitations d'oiseaux, on ne sait pas trop. Il y a sans doute effectivement peut-être il y a peut-être un peu de dissuasion, peut-être un peu de volonté de séduction, mais c'est pas encore très très clair à ce niveau-là. Et oui, on est en train d'étudier ça profondément et de faire changer un petit peu notre avis là-dessus. On évoquait l'individual acoustic monitoring, je crois, dans un précédent épisode avec toi, Sophie. Voilà, ça fait partie de ces pistes-là et ces changements qui vont être étudiés beaucoup plus en détail lors des prochaines années, je pense. Et puis on vous tiendra au courant, évidemment, si on les voit passer. Sûr. On vous tiendra au courant. On en fera sans doute un épisode du Courrier de la Sterne. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est la fin de notre épisode, ma chère Sophie. À moins que tu aies des choses à rajouter sur l'étude que je viens d'expliciter. Merci encore à toi. Merci à toi encore d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi, Florian. On rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, si vous voulez suivre l'actualité du Courrier de la Sterne. On rappelle également que nous sommes sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, bien sûr sur PodCloud pour centraliser le tout. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Et n'hésitez pas également à retrouver Sophie alias Miss Plume sur Entracte Science. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.